Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 30 mars et Somnifère vous propose ce soir l'histoire d'un mystérieux crime commis en pleine représentation à l'Opéra de Paris. Régine prend part à un défilé de mode vêtue d'une robe parée de diamants. Des diamants qui ont vraisemblablement provoqué la convoitise. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée La demeure mystérieuse. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Gary de Pontarlier et Marie de Paris, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. J'ai également été contacté par un proche de Lily qui traverse une période difficile et qui écoute en ce moment Somnifère depuis son lit d'hôpital. Je te souhaite de passer une nuit reposante, un prompt rétablissement, et toutes nos pensées sont avec toi ce soir, Lily. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Commencez par prendre un moment pour détendre votre corps. Prenez un moment pour relâcher toutes les tensions inutiles en partant du bas de votre corps et en montant jusqu'en haut. Maintenant, portez votre attention sur le sommet de votre tête. Sentez comme une chaleur venir caresser le sommet de votre tête. Comme s'il y avait un feu de bois derrière vous. Que les vagues d'air chaud venaient se déposer sur votre tête et observez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez votre ventre et expirez lentement. Les vagues chaudes descendent le long de votre nuque, lentement, jusqu'à vos épaules. Vos épaules se relâchent complètement et profitent de ces sensations agréables.
avant d'être complètement enveloppé d'une douce chaleur réconfortante. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez vos poumons cette fois, et expirez toutes les tensions. Vos joues se relâchent, votre mâchoire est desserrée, votre front est détendu, et alors que vous inspirez, imaginez que votre cou s'étire, relâchant ainsi toute pression sur votre colonne vertébrale. Sentez-vous fondre dans votre lit un peu plus profondément. Laissez la chaleur descendre lentement le long de votre dos, petit à petit, alors que votre ventre se gonfle comme un ballon et redescend confortablement. Laissez la détente s'installer calmement dans la douceur et la tranquillité. Notez comme le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire, est apaisant et réconfortant. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer vos sensations en concentrant votre attention sur votre respiration. Relâchez tous les muscles de votre corps.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, La demeure mystérieuse. L'idée charmante avait reçu le meilleur accueil dans ce Paris généreux qui associe volontiers ses plaisirs à des manifestations charitables. Il s'agissait de présenter sur la scène de l'opéra, entre deux ballets, 20 jolies femmes, artistes ou mondaines, habillées par les plus grands couturiers. Le vote des spectateurs désignerait les 3 plus jolies robes et la recette de la soirée serait distribuée aux 3 ateliers qui les auraient confectionnées. Résultat, un voyage de 15 jours sur la Riviera pour un certain nombre de midinettes. D'emblée, un mouvement se déclencha. En 48 heures, la salle fut louée jusqu'aux plus petites places. Et le soir de la représentation, la foule se pressait, élégante, bourdonnante et pleine d'une curiosité qui croissait de minute en minute. Au fond, les circonstances avaient fait que cette curiosité se trouvait, pour ainsi dire, ramassée sur un seul point, et que toutes les paroles échangées avaient pour objet une même chose qui fournissait aux conversations un aliment inépuisable. On savait que l'admirable Régine Aubry, vague chanteuse de petit théâtre mais très grande beauté, devait paraître avec une robe de chez Valmenet, que recouvrait une merveilleuse tunique ornée des plus purs diamants. Et l'intérêt se doublait d'un problème palpitant d'intérêt. L'admirable Régine Aubry, qui depuis des mois était poursuivie par le richissime lapidaire Van Houben, avait-elle cédé à la passion de celui qu'on appelait l'empereur du diamant? Tout semblait l'indiquer. La veille, dans une interview, l'admirable Régine avait répondu « Demain, je serai vêtue de diamants. 4 ouvriers choisis par Van Houben sont en train dans ma chambre de les attacher autour d'un corselet et d'une tunique d'argent. Valmenet est là, qui dirige le travail. » Or, dans sa loge de Corbeil, Régine trônait en attendant son tour d'exhibition, et la foule défilait devant elle comme devant une idole. Régine avait vraiment droit à cette épithète d'admirable que l'on accolait toujours à son nom. Par un phénomène singulier, son visage alliait ce qu'il y avait de noble et de chaste dans la beauté antique à tout ce que nous aimons aujourd'hui de gracieux, de séduisant et d'expressif. Un manteau d'hermine enveloppait ses épaules célèbres et cachait la tunique miraculeuse. Elle souriait, heureuse et sympathique. On savait que devant les portes du couloir, 3 détectives veillaient, robustes et graves, comme des policemen anglais. À l'intérieur de la loge, 2 messieurs se tenaient debout, le gros Van Houben d'abord, le galant lapidaire, qui se faisait par sa coiffure et par le rouge factice de ses pommettes une pittoresque tête de faune. On ignorait l'origine exacte de sa fortune. Jadis marchand de perles fausses, il était revenu d'un long voyage transformé en puissant seigneur du diamant, sans qu'il fût possible de dire comment s'était opérée cette métamorphose. L'autre compagnon de Régine restait dans la pénombre. On le devinait jeune et de silhouette à la fois fine et vigoureuse. C'était le fameux Jean d'Enneris qui, 3 mois auparavant, débarquait du canot automobile sur lequel il avait effectué, seul, le tour du monde. La semaine précédente, Van Houben, qui venait de faire sa connaissance, l'avait présenté à Régine. Le premier ballet se déroula au milieu de l'inattention générale. Durant l'entracte, Régine, prête à sortir, causait dans le fond de sa loge. Elle se montrait plutôt caustique et agressive envers Van Houben, aimable au contraire avec D'Enneris, comme une femme qui cherche à plaire. « Dis donc, Régine, » lui dit Van Houben, que ce manège semblait agacer.
Vous allez lui tourner la tête au navigateur. Songez qu'après une année vécue sur l'eau, un homme s'enflamme aisément. Van Houben riait toujours très fort de ses plaisanteries les plus vulgaires. « Mon cher, observa Régine, si vous n'étiez pas le premier à rire, je ne m'apercevrai jamais que vous avez essayé de faire de l'esprit. » Van Houben soupira, et, affectant un air lugubre, il répondit. « Daenerys, un conseil. Ne perdez pas la tête pour cette femme. Moi, j'ai perdu la mienne, et je suis malheureux comme un tas de pierres. De pierres précieuses, ajouta-t-il avec une lourde pirouette. Sur la scène, le défilé des robes commençait. Chacune des concurrentes demeurait environ 2 minutes, se promenait, s'asseyait, évoluait à la façon des mannequins dans les salons de couture. Son tour approchant, Régine se leva. « J'ai un peu le trac, dit-elle. Si je ne décroche pas le premier prix, je me brûle la cervelle. Monsieur Daenerys, pour qui votez-vous ? Pour la plus belle, répondit-il en s'inclinant. Parlons de la robe. La robe m'est indifférente, c'est la beauté du visage et le charme du corps qui importent. Eh bien, dit Régine, la beauté et le charme, admirez-les donc chez la jeune personne qu'on applaudit en ce moment, c'est un mannequin de la maison Schernitz, dont les journaux ont parlé, qui a composé sa toilette elle-même et en a confié l'exécution à ses camarades. Elle est délicieuse, cette enfant. La jeune fille, en effet, fine, souple, harmonieuse de gestes et d'attitude, donnait l'impression de la grâce même, et sur son corps onduleux, sa robe très simple cependant, mais d'une ligne infiniment pure, révélait un goût parfait et une imagination originale. « Harriet Mazol, n'est-ce pas ?» dit Jean Daenerys en consultant le programme. « Oui, » fit Régine. Et elle ajouta sans aigreur ni envie, « Si j'étais du jury, je n'hésiterais pas à placer Arlette Mazol en tête de ce classement. » Van Houben fut indigné. « Et votre tunique, Régine, que vaut l'accoutrement de ce mannequin à côté de votre tunique ? » Le prix n'a rien à voir. Le prix compte par-dessus tout, Régine, et c'est pourquoi je vous conjure de faire attention. Attention à quoi ? Au pickpocket. Rappelez-vous que votre tunique n'est pas tissée avec des noyaux de pêche. Il éclata de rire. Mais Jean Daenerys l'approuva. Van Houben a raison, et nous devrions vous accompagner. Jamais de la vie, protesta Régine. Je tiens à ce que vous me disiez les faits que je produis d'ici, et si je n'ai pas l'air trop godiche sur la scène de l'opéra. Et puis, dit Van Houben, le brigadier de la sûreté Béchou répond de tout. Vous connaissez donc Béchou, fit Daenerys d'un air intéressé. Béchou, le policier qui s'est rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett de l'agence Jim Barnett et compagnie. Oh, il ne faut pas lui en parler de ce maudit Barnett, ça le rend malade. Il paraît que Barnett lui en a fait voir de toutes les couleurs. Oui, j'ai entendu parler de cela. L'histoire de l'homme aux dents d'or. Alors, c'est Béchou qui a organisé la défense de vos diamants. Oui, il partait en voyage pour une dizaine de jours, mais il m'a engagé à prix d'or 3 anciens policiers, des gaillards qui veillent à la porte. Daenerys observa. Vous auriez engagé un régiment, que cela ne suffirait pas pour déjouer certaines ruses. Régine s'en était allée, et flanquée de ses détectives, sortait de la salle et pénétrait dans les coulisses. Comme elle passait au 11e tour et qu'il y avait un léger intervalle après la 10e concurrente, une attente presque solennelle précéda son entrée. Le silence
s'établit. Les attitudes se fixèrent. Et soudain, une formidable acclamation, Régine s'avançait. Il y a dans la réunion de la beauté parfaite et de la suprême élégance un prestige qui émeut les foules. Entre l'admirable Régine Aubry et le luxe raffiné de sa toilette existait une harmonie dont on recevait l'impression avant d'en saisir la cause. Mais surtout, l'éclat des joyaux fixait les regards. Au-dessus de la jupe, une tunique lamée d'argent était serrée à la taille par une ceinture de pierreries et emprisonnait la poitrine dans un corselet qui semblait fait uniquement de diamants. Ils éblouissaient. Ils entrecroisaient leur scintillement jusqu'à ne former autour du buste qu'une flamme légère, multicolore et frissonnante. « Dis donc, dit Van Houben, c'est encore plus beau que je ne croyais, ces sacrés cailloux. Est-ce qu'elle les porte bien la matine? Une impératrice. » Il modula un petit ricanement. « Daenerys, je vais vous confier un secret. Savez-vous pourquoi j'ai paré Régine de tous ces cailloux? Eh bien d'abord pour lui en faire cadeau le jour où elle m'accorderait sa main gauche bien entendu. » Il pouffa de rire. « Et ensuite, parce que cela me permet de la gratifier d'une garde d'honneur qui me renseigne un peu sur ses faits et gestes. Ce n'est pas que je redoute les amoureux, mais je suis de ceux qui ouvrent l'œil, et le bon. » Il tapotait l'épaule de son compagnon en ayant l'air de lui dire « Toi, mon petit, ne t'y frotte pas. » Daenerys le rassura. « De mon côté, Van Houben, vous pouvez être tranquille, je ne fais jamais la cour aux femmes ou aux amis de mes amis. » Van Houben fit la grimace. Jean Daenerys lui avait parlé comme à l'ordinaire, sur un petit ton de persiflage qui pouvait prendre dans l'occurrence une signification assez injurieuse. Il résolut d'en avoir le cœur net et se pencha sur Daenerys. « Reste à savoir si vous me comptez comme un de vos amis. » Daenerys, à son tour, lui saisit le bras. « Taisez-vous. »« Hein? Quoi? Vous avez une façon... Taisez-vous. »« Mais qu'y a-t-il? » ?»« Quelque chose d'anormal. »« Par où? »« Dans les coulisses. »« À propos de quoi? »« À propos de vos diamants. » Van Houben sauta sur place. « Eh bien, écoutez. » Van Houben prêta l'oreille. « Je n'entends rien. »« Peut-être me suis-je trompé, » avoua Daenerys. « Cependant, il m'avait paru... » Il n'acheva pas. Les premiers rangs de l'orchestre et les premières places dans les loges de scène s'agitaient, et l'on regardait comme s'il se produisait aux profondeurs des coulisses ce quelque chose qui avait éveillé l'attention de Daenerys. Des gens même se levèrent avec des signes d'effroi. Deux messieurs en habit coururent à travers la scène. Et soudain, des clameurs retentirent. Un machiniste affolé hurla « Au feu !» Une lueur jaillit sur la droite, un peu de fumée tourbillonna. D'un côté à l'autre du plateau, tout le monde des figurants et des machinistes s'élança dans la même direction. Parmi eux, un homme bondit qui lui aussi surgissait de la droite, en brandissant, au bout de ses bras tendus, un manteau de fourrure qui lui cachait le visage et en vociférant contre les machinistes. « Au feu !» Régine avait tout de suite voulu sortir, mais ses forces l'avaient trahie et elle était tombée à genoux toute défaillante. L'homme l'enveloppa dans le manteau, la jeta sur son épaule et se sauva, mêlé à la foule des fugitifs. Avant même qu'il eût agi, peut-être même avant qu'il eût paru, Jean Daenerys s'était dressé au bord de sa loge et proférait
dominant la multitude du rez-de-chaussée que la panique agitait déjà. « Qu'on ne bouge pas, c'est un coup monté !» Et désignant l'homme qui enlevait Régine, il cria « Arrêtez-le !» Il était trop tard d'ailleurs, et l'incident passa inaperçu. Au fauteuil, on se calmait, mais sur le plateau, la débandade continuait dans un tumulte tel qu'aucune voix ne pouvait être entendue. Daenerys sauta, franchit la salle et l'orchestre et sans effort escalada la scène. Il suivit le troupeau affolé et parvint jusqu'aux sorties des artistes sur le boulevard Haussmann. Mais où chercher? À qui s'adresser pour trouver Régine Aubry? Il interrogea, personne n'avait rien vu. Dans le désarroi général, chacun ne pensait qu'à soi et l'agresseur avait pu aisément, sans être remarqué, emporter Régine Aubry, galoper par les couloirs et les escaliers et sortir. Il avisa le gros Van Houben essoufflé et dont le rouge des pommettes, délayé par la sueur, coulait sur les joues, et il lui dit « Escamoté, grâce à vos sacrés diamants, l'individu l'aura achetée dans quelque automobile toute prête pour la recevoir. » Van Houben tira de sa poche un revolver. Daenerys lui tordit le poignet. « Vous n'allez pas vous tuer, hein ? » ?»« Fichtre non, mais le tuer, lui. » »« Qui, lui ? » ?»« Le voleur. On le trouvera, il faut le trouver, je remuerai ciel et terre. » Il avait l'air égaré et pivotait sur lui-même comme une toupie au milieu des gens qui s'esclaffaient. « Mes diamants, je ne me laisserai pas faire, on n'a pas le droit, l'État est responsable. » Daenerys ne s'était pas trompé. L'individu tenant sur l'épaule Régine évanouie et recouverte du manteau de fourrure avait traversé le boulevard Haussmann et s'était dirigé vers la rue de Mogador. Une auto y stationnait. À son approche, la portière s'ouvrit et une femme dont une dentelle épaisse enveloppait la tête tendit les bras. L'individu lui passa Régine en disant « Le coup a réussi, un vrai miracle. » Puis il referma la portière, monta sur le siège de devant et démarra. L'engourdissement où l'épouvante avait plongé l'actrice dura peu. Elle se réveilla dès qu'elle eut l'impression qu'on s'éloignait de l'incendie, ou de ce qu'elle croyait être un incendie, et sa première idée fut de remercier celui ou ceux qui l'avaient sauvée. Mais tout de suite, elle se sentit étouffée par quelque chose dont sa tête était entourée et qui l'empêchait de respirer à son aise et de voir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-elle. Une voix très basse, qui semblait une voix de femme, lui dit à l'oreille « Ne bougez pas, et si vous appelez au secours, tant pis pour vous, ma petite. » Régine éprouva une vive douleur à l'épaule et cria. « Ce n'est rien, » dit la femme. « La pointe d'un couteau. Dois-je appuyer ?» Régine ne remua plus, ses idées cependant s'ordonnaient. La situation apparaissait sous son aspect véritable et en se rappelant les flammes entrevues et le commencement d'incendie, elle se répétait. « J'ai été enlevée par un homme qui a profité de la panique et qui m'emporte avec l'aide d'une complice. » Doucement, elle tâtonna de sa main libre, le corselet de diamants était là et devait être intact. L'auto filait à une allure rapide. Quant à deviner la route suivie, Régine, dans la prison de ténèbres où elle se trouvait, n'y songea point. Elle avait l'impression que l'on tournait souvent à virages brusques, sans doute pour échapper à une poursuite possible, et pour qu'elle ne pût, elle, s'y reconnaître. En tout cas, on ne s'arrêta devant aucun octroi, ce qui prouvait qu'on ne sortait pas de Paris. De plus, les lumières des becs électriques se succédaient à intervalles rapprochés et jetaient dans la voiture de vives clartés qu'elle apercevait.
C'est ainsi que la femme, ayant un peu desserré son étreinte et le manteau s'étant légèrement écarté, Régine put voir 2 doigts de la main qui se crispaient autour de la fourrure, et l'un de ces doigts, l'index, portait une bague faite de 3 petites perles fines disposées en triangle. Le trajet dura peut-être 20 minutes. Puis l'auto ralentit et fit halte. L'homme sauta du siège, les 2 battants d'une porte s'ouvrirent lourdement l'un après l'autre, et l'on entra dans ce qui devait être une cour intérieure. La femme aveugla Régine le plus possible, et assistée de son complice, l'aida à descendre. On monta un perron de 6 marches en pierre. Puis on traversa un vestibule d'allées, et ce furent ensuite les 25 marches d'un escalier garni d'un tapis et bordé d'une vieille rampe, qui les conduisit dans une pièce du premier étage. L'homme, à son tour, lui dit très bas également et à l'oreille: « Vous êtes arrivé, je n'aime pas agir brutalement, et il ne vous sera fait aucun mal si vous me donnez votre tunique de diamant. Vous y consentez ?» « Non, » riposta vivement Régine. « Il nous est facile de vous la prendre, et nous l'aurions pu déjà dans l'auto. »« Non, non, fit-elle, avec une surexcitation fébrile. Pas cette tunique, non. » L'individu prononça: « J'ai tout risqué pour l'avoir, je l'ai maintenant, ne résistez pas. » L'actrice se raidit dans un effort violent, mais il murmura tout près d'elle: « Dois-je me servir moi-même » Régine sentit une main dure qui empoignait son corselet et qui frôlait la chair de ses épaules. Alors elle s'effara. « Ne me touchez pas, je vous le défends. Voilà tout ce que vous voudrez, je consens à tout, mais ne me touchez pas. » Il s'éloigna un peu tout en restant derrière elle. Le vêtement de fourrure glissa le long de Régine, et elle reconnut que ce vêtement était le sien. Elle s'assit, épuisée. Elle pouvait voir maintenant la pièce où elle se trouvait, et elle vit que la femme voilée qui s'était mise à dégrafer le corselet de pierreries et la tunique d'argent portait un vêtement prune avec des bandes de velours noir. La pièce, très éclairée par l'électricité, était un salon de grande dimension avec des fauteuils et des chaises garnies de soie bleue, de hautes tapisseries, des consoles et des boiseries blanches admirables et du plus pur style Louis XVI. Un trumeau surmontait la vaste cheminée, cornait 2 coupes de bronze doré et une pendule à colonnettes de marbre vert. Au mur, 4 appliques, et au plafond, 2 lustres formés de 1000 petits cristaux taillés. Inconsciemment, Régine enregistrait tous ces détails, tandis que la femme retirait la tunique et le corselet, lui laissant le simple fourreau lamé d'argent qui dégageait ses bras et ses épaules. Régine nota aussi le parquet composé de lames croisées et en bois d'essences diverses, et elle observa un tabouret au pied d'acajou. C'était fini, la lumière s'éteignit d'un coup. Dans l'ombre, elle entendit: « Parfait, vous avez été raisonnable, nous allons vous reconduire. Tenez, je vous laisse même votre manteau de fourrure. » On lui entoura la tête avec une étoffe légère qui devait être un voile de dentelle semblable à celui de la femme. Puis elle fut placée dans l'automobile, et le voyage recommença avec les mêmes tournants brusques. « Nous y voici », chuchota l'homme en ouvrant la portière et en la faisant descendre. « Comme vous le voyez, cela n'a pas été bien grave, et vous retournez sans une égratignure. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas souffler mot de ce que vous avez pu voir ou deviner. Vos diamants ont été volés, un point c'est tout. Oubliez le reste, mes hommages respectueux. » L'auto fila rapidement. Régine ôta son voile et reconnut la place du Trocadéro. Si près qu'elle fût de son appartement, elle habitait à l'entrée de l'avenue Henri Martin, il lui fallut un effort prodigieux pour s'y rendre.
Ses jambes fléchissaient sous elle, son cœur battait à lui faire mal. Il lui semblait à tout instant qu'elle allait tournoyer et s'abattre comme une masse. Mais au moment où ses forces l'abandonnaient, elle avisa quelqu'un qui venait en courant à sa rencontre et elle se laissa tomber dans les bras de Jean d'Henris, qui l'assit sur un banc de l'avenue déserte. « Je vous attendais, dit-il très doucement. J'étais certain qu'on vous reconduirait près de votre maison dès que les diamants seraient volés. Pourquoi vous eût-on gardé? C'eût été trop périlleux. Reposez-vous quelques minutes et puis ne pleurez plus. » Elle sanglotait, tout à coup détendue et pleine d'une confiance subite en cet homme qu'elle connaissait à peine. « J'ai eu si peur, dit-elle, et j'ai peur encore, et puis ces diamants. » Un instant plus tard, il la fit entrer, la mit dans l'ascenseur et la conduisit chez elle. Ils trouvèrent la femme de chambre qui arrivait, effarée de l'opéra, et les autres domestiques. Puis Van Houben fit irruption, les yeux désorbités. « Mes diamants, vous les rapportez, hein, Régine? Vous les avez défendus jusqu'à la mort, mes diamants. » Il constata que le corselet précieux et que la tunique avaient été arrachés et il eut un accès de délire. Jean d'Hénéris lui ordonna. « Taisez-vous, vous voyez bien que madame a besoin de repos. » « Mes diamants, ils sont perdus. Je vous les rendrai, fichez-nous la paix. » Sur un divan, Régine se convulsait avec des spasmes et des gémissements. D'Hénéris se mit à lui baiser le front et les cheveux, sans trop appuyer et d'une façon méthodique. « Mais c'est inconcevable !» s'écria Van Houben hors de lui. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Laissez, laissez, » dit Jean d'Hénéris. « Rien de plus réconfortant que ce petit massage. Le système nerveux s'équilibre, le sang afflue, une tiédeur bienfaisante circule dans ses veines. C'est comme des passes magnétiques. » Et sous les regards furibonds de Van Houben, il continuait son agréable besogne, tandis que Régine renaissait à la vie et semblait se prêter avec complaisance à cet ingénieux traitement. Bonne nuit. Bonne nuit.